Le 2 octobre 2025, un signal discret a traversé le Sahel. Pour une fois, il ne ressemblait ni à une alerte ni à une supplique, mais à une décision. Trois nations, une seule impulsion stratégique, reliée par une grille d'informations tissée dans la nuit, ont fait glisser Tindiban d'un point oublié à un théâtre où l'initiative change de main. Alors, que signifiera pour vous le fait qu'Ibrahim Traoré n'attende plus l'autorisation d'agir et que le désert lui-même semble respirer au rythme de cette autonomie, une bascule que l'on perçoit déjà dans le calme après le tonnerre? Ce soir-là, les ondes du Sahel n'ont pas seulement de transporter des ordres, elles ont porté un changement de paradigme. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger parlaient d'une même voix, hors de toute tutelle extérieure. L'enjeu dépassait la victoire militaire. Il s'agissait de prouver qu'une souveraineté pouvait s'exercer sans dépendance. Ibrahim Traoré ne proposait pas un rêve, mais une méthode, celle de transformer la fatigue en doctrine et la défense en gouvernance. Ce que beaucoup nommaient miracle n'était qu'un résultat mesurable: coordination stable, pertes réduites, population rassurée. Le bénéfice pour les peuples était concret: sécurité retrouvée, confiance accrue et surtout la conviction que l'unité n'était plus un slogan. C'est là que résidait la promesse. Si trois États du Sahel pouvaient bâtir ensemble leur propre système d'intelligence et d'action, alors l'Afrique pouvait redéfinir ses fondations mêmes. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour défendre une indépendance qui ne demande plus la permission? Au petit matin du 3 octobre 2025, les capteurs thermiques enregistrèrent une anomalie. 42 points chauds s'étaient allumés presque simultanément dans la plaine de Tindiban. Ce qui, pour les observateurs étrangers, ressemblait à un simple exercice, marquait en réalité le premier déploiement intégré de l'Alliance des États du Sahel. Quelques heures plus tôt, dans un poste de commandement discret, Ibrahim Traoré observait les écrans comme un médecin lit un électrocardiogramme. Chaque ligne lumineuse représentait une unité, un village, une vie à les protéger. À ses côtés, les officiers du Mali et du Niger confirmèrent les coordonnées sans interférence d'aucune puissance extérieure. Le flux d'informations circulait désormais à travers un réseau crypté conçu par des ingénieurs burkinabés. Depuis 20 ans, la région vivait sous le poids d'opérations étrangères aux acronymes changeants: Barkhane, MINUSMA, Takuba, dont les bilans se confondaient dans la fatigue des populations. Les villages d'Arbinda, de Tessit ou de Dori étaient devenus synonymes de deuil et d'attente. Pour la première fois, la riposte partait du sol africain, articulée autour de trois principes simples: intelligence, mobilité, unité. Les communications interceptées cette nuit-là témoignaient d'une coordination inédite. Les drones locaux relayaient des images granuleuses, les transmissions radio s'enchaînaient sans heurts, et l'absence de supervision étrangère n'entraînait ni lenteur ni chaos, seulement une précision presque chirurgicale. Là où le monde voyait du risque, les Burkinabés percevaient un moment d'équilibre. L'expérience accumulée se transformait enfin en stratégie. Ce moment fit taire les doutes. L'opération Tindiban n'était pas un sursaut, mais le symptôme d'un continent qui réapprend à agir par lui-même. Dans ce silence organisé, l'histoire du Sahel venait de changer d'échelle. Et déjà, au-delà des dunes, les premiers témoins civils pressentaient que cette fois, le réveil ne serait pas passager. Le premier nom cité dans les rapports du terrain ne fut pas celui d'un général, mais celui d'un mécanicien de Wahigouya. Son unité improvisée avait réparé, en pleine nuit, trois drones endommagés permettant la continuité du réseau de surveillance. Dans la doctrine d'Ibrahim Traoré, chaque geste utile, aussi minime soit-il, entrait dans la définition du commandement. C'est là que se distinguait sa méthode: transformer l'effort individuel en maillon collectif. Les témoignages du lendemain décrivent des scènes de calme inattendues. Des soldats
Prenez le thé avant de redémarrer les opérations, comme s'il rejouait une routine apprise dans l'urgence. À Bamako, une analyste militaire confia à la presse locale que l'étrangeté de Tindiban, c'est qu'aucune voix n'a crié plus fort que l'autre. L'efficacité venait du silence et de la clarté du protocole. Sur le terrain civil, les effets furent immédiats. Les habitants des villages voisins, longtemps habitués à fuir dès le premier grondement, restèrent 7 fois à distance, observant les drones africains tourner au-dessus d'eux. Ce qui aurait dû susciter la panique déclencha une curiosité tranquille. L'action semblait ordonnée, prévisible, presque familière. L'idée que leurs propres ingénieurs avaient conçu cette grille de commandement créa un frisson de fierté. Le mot d'ordre se répandit vite. L'Afrique se défend par elle-même. Un vieux proverbe Mossi disait: quand le vent change, même le sable retrouve sa mémoire. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, cette mémoire collective retrouvait sa fonction: tenir, comprendre, bâtir. L'impact initial ne se mesurait pas en détonation, mais en confiance retrouvée, une ressource rare mais décisive. À 04 Art 17, les premiers tirs furent signalés depuis le nord du Burkina Faso. Mais contrairement aux offensives du passé, aucun chaos ne suivit. Les transmissions restèrent stables, les positions s'ajustèrent à la minute près. Le déroulement de la bataille de Tindiban allait prouver qu'une guerre pouvait être menée comme une opération d'ingénierie. Ibrahim Traoré avait ordonné 3 phases: initiation, saturation, stabilisation. La première reposait sur la mobilité. Les escadrons de reconnaissance s'avancèrent sur des motos légères, équipées de caméras infrarouges locales. Les, les signaux des drones, synchronisés sur les serveurs de Ouagadougou, formaient un réseau de précision jamais vu. En moins de 20 minutes, les zones d'approvisionnement de l'ennemi furent isolées. La deuxième phase, dite saturation, commença à 05 Ar 03. Les lanceurs SR-5, calibrés selon les coordonnées fournies la veille, frappèrent les dépôts de carburant sans dépasser les périmètres civils. Un officier décrivit plus tard un feu qui parlait bas mais juste. Les unités maliennes, appuyées par les capteurs nigériens, fermèrent la boucle de couverture et aérienne. Chaque tir, chaque pli, chaque silence répondait à une logique d'ensemble. Intelligence, mobilité, unité, les 3 piliers sommés, fixés par Traoré. Au lever du jour, la dernière phase, stabilisation, s'engagea. Les forces de l'Alliance des États du Sahel ne cherchaient plus l'anéantissement, mais le contrôle. Les équipes de terrain balisaient les zones sécurisées, tandis que des civils volontaires installaient les premiers couloirs humanitaires. L'ennemi, fragmenté, tenta plusieurs percées, mais le dispositif anticipait déjà leurs mouvements. Un commandant malien raconta: c'était la première fois que je voyais une ligne africaine se fermer sur elle-même sans briser son rythme. À midi, la plaine s'était apaisée. Le ciel restait traversé de drones muets, filmant les ruines fumantes des caches d'armes. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré refusa tout triomphalisme. Il se contenta d'un mot: tenons. À 7 heures, la perte totale des forces alliées était estimée à moins de 2%, un record dans une zone classée instable depuis 20 ans. Cette donnée, plus qu'une victoire, fut un signal. La stratégie locale pouvait surpasser les modèles importés. L'après-midi, les réseaux sociaux africains s'emplirent d'images granuleuses. Soldats partageant leurs rations, drapeaux peints à la main. Le hashtag #Hatindiban franchit les frontières. Dans les capitales étrangères, les chancelleries observaient un phénomène difficile à interpréter. Le Sahel, longtemps réactif, devenait proactif. La bataille, conçue pour reprendre un territoire, avait réveillé un sentiment. Ce 3 octobre 2025 ne resterait pas comme un épisode militaire, mais comme le moment où un continent cessa de s'excuser d'exister.
Et dans la lumière déclinante du soir, quand les communications s'arrêtèrent une à une phrase s'imposa sur les lèvres des soldats. Le vent a changé de camp. Dans les jours qui suivirent, les premières données consolidées commencèrent à circuler entre Ouagadougou, Bamako et Niamey. Elles offraient une radiographie précise du tournant historique que le Sahel venait d'opérer. Les analystes recensèrent 127 opérations coordonnées en moins de 40 heures, un record absolu pour une coalition régionale sans appui étranger. Le taux de pertes humaines, inférieur à 2,3%, confirmait ce que les témoins avaient déjà ressenti. La guerre n'avait plus la même grammaire. Le ministère burkinabé de la Défense publia une note technique. Les frappes avaient neutralisé 92% des positions ennemies identifiées avant l'aube grâce à des coordonnées générées par un algorithme local d'intégration de signaux. 2. Ce chiffre n'était pas seulement une mesure d'efficacité militaire, mais la preuve d'une capacité endogène à produire, traiter et exploiter des données sensibles en temps réel. Là où les interventions étrangères s'étaient souvent heurtées à la lenteur de la communication, les ingénieurs africains avaient bâti une architecture décentralisée capable de traiter plus de 3000 paquets de données par minute. Ibrahim Traoré, dans son rapport adressé à l'Alliance des États du Sahel, insista sur un détail. Chaque paramètre mesurable devait être relié à une amélioration concrète du terrain. Il demanda que l'on calcule le rapport entre la mobilité tactique et la sécurité des civils. Les chiffres furent parlants. Dans les zones couvertes par la grille de commandement, les déplacements forcés chutèrent de 64% en une semaine. Autrement dit, la donnée n'était plus un symbole technocratique, mais un instrument de protection. Le deuxième indicateur majeur concerna la logistique. Avant l'offensive, les convois d'approvisionnement mettaient en moyenne 72 heures pour relier le centre au nord. Après la réorganisation décidée par l'équipe de Traoré, ce délai passa à 26 heures, avec une marge d'erreur inférieure à 4%. La différence tenait à un simple choix de conception: confier la maintenance à des coopératives locales plutôt qu'à des prestataires étrangers. Ce geste, jugé mineur sur le plan comptable, transforma radicalement la fiabilité du système. Enfin, les économistes du Sahel observèrent une corrélation inattendue. Dans les 3 semaines suivant l'opération, les transactions sur les marchés de Dori et de Gao augmentèrent de 18%, signal d'un retour précoce de la confiance. Ces chiffres, modestes en apparence, traduisaient une dynamique rare, celle d'un pays qui réinvestit sa propre stabilité. Les tableaux de bord compilés à Ouagadougou racontaient tous la même histoire. La victoire ne tenait pas au hasard, mais à une discipline de la mesure. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, chaque donnée devenait un récit, chaque pourcentage une mémoire chiffrée du courage collectif. Et lorsque les techniciens refermèrent les rapports, une idée simple domina: ce que l'Afrique avait accompli à Tindiban, elle pouvait désormais le reproduire, non plus par miracle, mais par méthode. Les jours qui suivirent la victoire de Tindiban virent s'ouvrir un nouveau front, moins bruyant, mais tout aussi décisif, celui des interprétations. Deux thèses se faisaient face. Certains observateurs occidentaux avançaient que l'Alliance du Sahel n'avait réussi que par effet de surprise, profitant d'un vide sécuritaire temporaire. Selon eux, sans soutien logistique international, l'équilibre se déliterait vite. Mais les chancelleries africaines et les chercheurs du continent voyaient dans l'opération la preuve tangible qu'une souveraineté opérationnelle était possible à condition d'être ancrée dans les réalités locales. Pour Ibrahim Traoré, la controverse n'était pas un obstacle, mais un test. Il reconnut publiquement que la victoire n'effaçait pas les défis structurels:
pénurie d'équipements, pression des sanctions, fragmentation politique, mais affirma que la cohérence interne pouvait compenser le manque de ressources externes. L'Afrique n'a pas besoin d'une absence de limites, dit-il, mais d'une discipline partagée. Ces mots résumaient une philosophie. La liberté n'est viable que lorsqu'elle s'adosse à une méthode. Les critiques soulignaient la fragilité du modèle AES, encore jeune, vulnérable aux dissensions internes. Traoré répondit par les faits. Les mécanismes de communication testés à Tindiban avaient continué à fonctionner 3 semaines sans interruption, reliant les armées de 3 pays par un protocole commun, sans serveur étranger. Cette endurance technique prouvait que la stabilité pouvait naître d'une interconnexion régionale, non d'une supervision extérieure. Les partisans du modèle insistaient sur la dimension psychologique. Pour eux, l'impact le plus profond de Tindiban n'était pas militaire, mais moral, le retour du sentiment d'efficacité collective. Là où l'aide avait souvent engendré la dépendance, la coopération interne avait produit la confiance. Le débat, à ce stade, ne visait plus à savoir si l'Afrique pouvait se défendre seule, mais comment elle allait transformer cette autonomie en gouvernance durable. Ainsi, la controverse se mua en dialogue. Et dans ce dialogue, Ibrahim Traoré imposa une ligne sobre. La victoire du Sahel n'est pas une fin, c'est un commencement mesurable. Une phrase, peinte à la craie sur un mur de Ouagadougou, marqua ce tournant. Le lion n'était pas revenu pour rugir. Elle devint la formule d'un basculement. La victoire de Tandiban cessait d'être un événement pour devenir une idée. À mi-chemin entre euphorie et lucidité, Ibrahim Traoré choisit le silence médiatique. Tandis que les observateurs étrangers cherchaient encore à confirmer les chiffres, il installa un comité mixte chargé d'analyser, minute par minute, la chronologie des opérations. Ce geste, presque administratif, révéla sa vision. Transformer l'émotion en méthode, la gloire en protocole. Au lieu d'un défilé, il convoqua des ingénieurs, des agronomes et des instituteurs. Il leur demanda ce que la discipline militaire pouvait enseigner à la reconstruction. De ces échanges naquit la charte du Sahel en devenir encore informelle mais déjà ancrée dans une promesse. L'unité devait désormais s'apprendre autant qu'elle se défendre. Ce moment révéla le véritable champ de bataille. Non plus la terre de Tindiban, mais la capacité d'un peuple à maintenir sa cohésion quand le bruit s'éteint. Le lion, disait-on, avait cessé de chasser, il construisait. Lorsque le calme revint sur le Sahel, les transformations devinrent visibles. Au Burkina Faso, le gouvernement lança un audit inédit, réévaluer toutes les dépendances budgétaires liées à l'aide extérieure. En 6 semaines, près de 38% des contrats de défense furent renégociés localement. Des officiers jeunes, formés sous l'autorité directe d'Ibrahim Traoré, prirent la direction d'unités mixtes reliant armée et ingénierie civile. Cette fusion donna naissance à un nouveau modèle, le commandement productif, où chaque action militaire devait générer un bénéfice social mesurable. Ainsi, la logistique de guerre se transforma en infrastructure de développement. Dans les villages du Nord, les signes de peur se dissipèrent pas plus vite que prévu. Les marchés rouvrirent, les écoles improvisées reprirent vie. Les familles, jadis réfugiées dans les capitales, commencèrent à regagner leurs terres. Les femmes organisèrent des collectifs pour restaurer les puits et les silos détruits. Cette initiative, encouragée par les radios locales, prit le nom de Programme des Mains Unies. Le ministère du Travail observa une hausse de 22% de l'activité coopérative en 3 mois. La paix n'était plus abstraite, elle se cultivait au quotidien. L'effet de contagion se propagea dans la région. Le Niger ouvrit ses bases de formation à des recrues maliennes. Le Mali, de son côté, transféra ses protocoles de cybersécurité à Ouagadougou. Ces échanges, autrefois impensables, scellèrent la confiance technique de l'Alliance.
Pour la première fois, le Sahel fonctionnait comme un bloc décisionnel cohérent. Les observateurs de l'Union africaine parlèrent d'une coordination organique. Chaque État demeurait souverain, mais les réflexes étaient partagés. À Paris, Dakar ou Montréal, la jeunesse africaine redécouvrit le nom de Tindiban comme symbole de réappropriation. Les transferts financiers augmentèrent de 12%, mais surtout, les retours d'expertise s'intensifièrent. Des ingénieurs expatriés proposèrent leurs compétences pour consolider la nouvelle grille de souveraineté numérique. Un économiste burkinabé résuma le sentiment général. Nous avons cessé d'envoyer de l'argent pour panser les plaies, nous investissons pour construire. Les conséquences les plus profondes restaient pourtant invisibles. Elles se lisaient dans la posture des dirigeants, dans la patience des citoyens, dans la lenteur assumée des réformes. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso avait réintroduit la notion de temps long dans la politique africaine, celle où la victoire n'est pas célébrée en heures mais en générations. 6 mois après Tindiban, les observateurs du Sahel s'accordaient sur une idée. La victoire n'était qu'une phase initiale. Ce qui comptait désormais, c'était la trajectoire. Les analystes se proposèrent 3 scénarios pour les 12 mois à venir. Dans le premier, les structures de la Lirasata, de l'Alliance des États du Sahel, continueraient de s'institutionnaliser. Le commandement productif, expérimenté à Tindiban, deviendrait une doctrine régionale. Les budgets seraient recentrés sur les infrastructures civiles dérivées de la logistique militaire, routes, réseaux d'eau et les télécommunications locales. Les indicateurs de stabilité politique se maintiendraient, soutenus par la figure unificatrice d'Ibrahim Traoré. Le Sahel, sans devenir prospère, atteindrait une autonomie fonctionnelle inédite. Dans un scénario plus optimiste, les coopérations économiques se multiplieraient, notamment dans l'énergie solaire et la fabrication de drones à bas coût. Les États voisins, séduits par le modèle AES, demanderaient à rejoindre la charte commune. Les échanges intra-africains augmenteraient de 25 à 30%, favorisant la création d'un marché régional unifié. Dans ce cas, le Sahel deviendrait un pôle de stabilité, inversant la logique d'assistance en logique de partenariat. Ce scénario suppose toutefois la levée partielle des sanctions et le maintien du consensus entre les chefs d'État. Mais un risque demeurait, une fragmentation lente. Les tensions politiques internes, attisées par des campagnes étrangères de désinformation, pourraient éroder la cohésion. Les difficultés économiques, inflation, pénurie de carburant, fragiliseraient la patience des populations. Une division entre ailes militaires et civiles menacerait le principe d'unité. Si ce scénario s'imposait, les avancées de Tindiban se transformeraient en souvenirs plutôt qu'en modèles. Entre ces 3 trajectoires, Ibrahim Traoré plaide pour une vigilance constante. La souveraineté, disait-il, n'est pas un état stable, mais un muscle qu'il faut exercer chaque jour. Autrement dit, l'avenir du Sahel dépendra moins des menaces extérieures que de la discipline intérieure. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches délavées des anciens programmes d'aide ont disparu, remplacées par des fresques peintes à la main. Elles montrent des visages ordinaires, une infirmière, un maçon, une enseignante. Sous chaque portrait, une phrase revient. Nous avons repris la parole. C'est ainsi que le peuple s'approprie l'héritage de Tindiban, loin des chiffres et des discours. Dans une école du quartier de Tampoui, une institutrice explique à ses élèves que le mot victoire signifie aussi responsabilité. Elle leur parle d'Ibrahim Traoré, non comme d'un héros de guerre, mais comme d'un homme qui a prouvé qu'on pouvait bâtir sans attendre. Les enfants répètent son nom avec la même gravité que leur prière du matin. Pour eux, le désert n'est plus une métaphore de l'abandon, mais un lieu de mémoire vivante. Les familles racontent autrement le futur. Un père, revenu du front,
apprend à ses fils à entretenir les machines agricoles offertes par les anciens ingénieurs militaires. Une mère enseigne à sa fille à tenir les comptes d'une coopérative d'eau. Ces gestes simples composent le véritable visage du renouveau, celui d'une autonomie quotidienne. À la radio, les voix des poètes accompagnent cette lente transformation. Elles rappellent que le courage n'est pas le contraire de la peur, mais sa maîtrise. Dans ce murmure collectif, on devine la continuité d'une émotion, la fierté d'être témoin d'un pays qui apprend à marcher à son propre rythme. Et au fond, la question s'adresse à chacun. Que faisons-nous du souffle qu'ils ont réveillé? Leur silence exige réponse, pas admiration. 6 mois après Tindiban, le Burkina Faso adopta une démarche méthodique pour convertir la victoire militaire en stabilité durable. Ibrahim Traoré insista. Une doctrine ne vit que si elle se mesure. C'est autour de cette idée que prit forme une feuille de route claire et vérifiable. Les cellules de crise mises en place pendant la bataille furent transformées en centres régionaux de veille et de planification. Chacun devait publier un rapport hebdomadaire garantissant la transparence interétatique. Des officiers et ingénieurs de l'Alliance furent envoyés dans les écoles et universités. Leur rôle: documenter l'expérience de Tindiban et en faire un manuel civique. L'objectif était de créer une culture commune de l'efficacité partagée. La doctrine d'autonomie ne se limitait plus aux militaires. Les ministères de l'énergie et de l'agriculture développèrent un plan de relance fondé sur les ressources locales: biocarburants, irrigation solaire, transformation des produits vivriers. Un portail numérique fut ouvert pour accueillir les contributions financières et techniques des expatriés. En 3 mois, plus de 3000 inscriptions furent enregistrées. Tous les 90 jours, un comité de suivi devait comparer les résultats aux projections initiales. Chaque décalage devait être justifié publiquement, selon le principe de responsabilité partagée. Ainsi, Ibrahim Traoré transforma la victoire en processus. La paix, répétait-il, n'est pas un état, mais une tâche. Et dans cette rigueur, le Sahel trouva sa nouvelle forme de dignité. À la tombée du jour, la lumière glisse sur les murs d'Ouagadougou où l'on distingue encore la fresque d'un mécanicien, le visage calme, le regard tourné vers le nord. C'est lui, rappel discret du courage collectif, que Ibrahim Traoré mentionne souvent dans ses discours. Un homme ordinaire devenu symbole d'endurance. Le motif revient comme un écho, celui d'un peuple qui a cessé de subir son histoire pour la modeler de ses propres mains. Dans les villages du Sahel, les tambours résonnent à nouveau, non pour célébrer la guerre, mais pour marquer la continuité. Les chants échevelent les 3 mots gravés dans la charte du Sahel: intelligence, mobilité, unité. Ces principes, nés dans la poussière de Tindiban, se sont mués en langue commune. Le soir, à la radio nationale, un enfant récite: Le lion n'a pas rugi, il a bâti. Cette phrase, reprise dans les écoles, clôt désormais les cérémonies publiques. Elle condense toute la philosophie de Traoré: bâtir, non pour dominer, mais pour durer. La victoire de Tindiban ne fut pas une fin, mais un commencement respiré. Et chaque souffle du désert semble depuis redire la même chose. Le réveil continue. Où que vous soyez, écoutez le silence du Sahel. Ce n'est plus celui de la peur, mais celui d'un continent qui apprend à parler d'une seule voix. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'appartient pas à un seul pays. Elle appartient à ceux qui croient qu'agir par soi-même n'est pas un isolement, mais un acte de dignité. Chaque geste compte désormais. Enseigner, transmettre, créer, corriger. Le changement ne se décrète pas, il se pratique. Et si la victoire de Tindiban a une leçon, c'est bien celle-ci: la souveraineté n'est pas un mot, c'est une habitude. Alors, partagez cette histoire. Parlez-en dans vos langues, dans vos villes, dans vos cercles d'études.
Parce que l'avenir du Sahel ne se mesure pas en frontières, mais en voies qui refusent d'attendre. Et si un jour vous doutez encore, souvenez-vous de la devise peinte sur les murs d'Ouagadougou: le lion n'a pas rugi, il a bâti.